On peut commencer? Ouais. On peut commencer Merci peut-être. beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président aussi. Merci de m'accueillir pour parler de la ventilation dans l'arrêt cardiaque. Vous avez vu une session super intéressante tout à l'heure sur tous les aspects de l'arrêt cardiaque, les 15 minutes, les 15 premières minutes de l'arrêt cardiaque. Vous avez vu quand même, on fait pas mal de choses. Bon, on va essayer de parler un peu de ventilation. J'ai quelques conflits d'intérêts, notamment je suis détenteur de brevets sur lesquels je vais parler un peu plus tard. Ça fait longtemps qu'on travaille sur l'arrêt cardiaque, ça fait plus de 20 ans qu'on a des guidelines qui sont assez rigoureux et sur lesquels on fait vraiment tout pour essayer de faire repartir un cœur. On a commencé à former les citoyens, on a créé des applications pour appeler le citoyen le plus proche pour aller masser un arrêt cardiaque, on a formé les enfants dans les écoles, on a fait des planches à masser, on a mis des drones, des défibrillateurs partout, on alerte le plus rapidement possible, les régulateurs ou les armes donnent maintenant des consignes par téléphone, on fait énormément de choses, que ce soit en père-arrêt cardiaque, que ce soit après, et pour le moment, on a un petit souci. Ça fait 40 ans d'études sur l'arrêt cardiaque, ça fait 40 ans que la survie stagne. On n'arrive pas à monter au-dessus de 10%. Ça dépend des systèmes, bien sûr. Il y a des systèmes qui arrivent un petit peu à monter un peu plus. Mais globalement, en moyenne, on est quand même très mauvais sur la survie de l'arrêt cardiaque. Vous voyez bien, avec tous les efforts qu'on fait, on n'arrive pas à faire mieux depuis 40 ans à peu près. Et donc, on a toujours mis l'effort sur les compressions thoraciques, sur le chest compression, sur la fraction de compression thoracique. Et vous savez, c'est la fraction, c'est le calcul entre les compressions qu'on fait, la profondeur des compressions, le relâchement et la fréquence des compressions. On a mis un effort en disant qu'il faut absolument qu'on monte à 100%. Bon, on n'y arrive pas, même avec les meilleurs accéléromètres. On essaie, même les planches à masser peut-être n'arrivent pas. Globalement, plus on met d'efforts sur ça, eh ben, on voit aussi que la survie ne monte pas. Et une étude récente d'une équipe de Dallas, de Betty Young avec Ahmed Idriss, a montré récemment, c'est une étude qu'ils ont présentée à l'AHA il y a quelques mois et qu'ils vont bientôt publier, c'est que, OK, la fraction de compression est assez importante, mais aussi il ne faut pas négliger la ventilation. Et souvent, quand on masse, on oublie de ventiler. Et ce qu'ils ont montré que si on diminuait un petit peu, si on acceptait un petit peu une fraction de compression un peu moindre que les 4,25% que les études recommandent ou les guidelines recommandent, c'est même pas les études, c'est les guidelines qui recommandent. Si on acceptait de diminuer un petit peu, on augmentait la survie de presque 2 à 3%. Et vous voyez ça à gauche? Oui, vous voyez un petit peu, c'est que quand on masse avec une fraction de compression qui n'est pas très importante, 60-70%, on augmente la survie parce qu'on a le temps de ventiler, on a le temps d'avoir une balance effective entre les compressions thoraciques et la ventilation. Donc globalement, l'hyperventilation, c'est un truc qu'on a oublié. Parce qu'on s'est basé toujours sur ces histoires de hyperventilation. Chaque fois qu'on ventile au masque, on ventile mal parce qu'on hyperventile. Ça, c'est le mythe qu'on a eu depuis plus de 20 ans, depuis des études qui ont montré qu'on hyperventilait. En fait, l'histoire est totalement différente. On est plutôt en train de sous-ventiler, d'hypoventiler, plutôt que de ventiler, parce qu'on s'est rendu compte récemment par les études récentes d'Ahmed Idriss, entre autres, qui a été présentée encore une fois à l'AHA il y a 2 ans, c'est que plus de 60% des patients sont hypoventilés les 10 premières minutes. Ils sont hypoventilés au masque les 10 premières minutes. Et quand on rentre un petit peu en se disant comment on fait la ventilation manuelle, on a fait des études chez nous à Besançon, mais ailleurs aussi on a fait des études, et on a montré que globalement, on n'arrivait pas à ventiler correctement, que ce soit en intubant ou pas. Les guidelines vont mettre énormément d'efforts sur est-ce qu'il faut intuber ou pas. Une étude française qui est rentrée dans les guidelines aussi, de Fred Adnet entre autres, qui a montré qu'il n'y avait pas de différence entre intuber ou ventiler au masque. Le problème n'est pas là, c'est comment je ventile, c'est pas est-ce que j'intube ou je n'intube pas. Et on voit bien que chez nous à Besançon ou ailleurs, on est très mauvais en ventilation, on n'arrive pas à envoyer du volume dans les poumons. Tout part en fuite ou par ailleurs. Et donc, le volume courant est assez important, et l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, qui a montré qu'on hypoventiler vraiment les malades, par plus de 60% des cas, les malades étaient hypoventilés les 10 premières minutes, voire même pas ventilés. C'était une étude qui sont basées sur l'impédance-métrie. Ils ont posé des patchs, donc c'était les patchs de défibrillateurs, qu'ils ont analysés. Ils ont vu un petit peu à quel moment les gens ventilaient. Ils voyaient un gros spike, ils savaient que c'était une ventilation. Ils se sont rendus compte que globalement, 60% des patients n'étaient pas ventilés les 10 premières minutes. Donc il n'y avait pas de survie. Et quand ils étaient ventilés correctement, au moins la moitié du temps de ces 10 premières minutes, ils augmentaient la survie de 3 fois. Ils augmentaient bien sûr le ROSC aussi, mais surtout, pas simplement ils augmentaient la survie, mais aussi ils augmentaient la survie avec des fonctions neurologiques qui sont très correctes. Et c'est ça qui est important. C'est bien de faire repartir un cœur, c'est bien de faire tout ce qu'on veut, mais si après il n'y a pas de neurones, il n'y a pas de cerveau, et que la personne ne peut plus revenir à une vie normale, c'est quand même bien dommage. Et donc, comment on fait pour avoir ce volume-là? Comment on fait pour optimiser ce volume? Aujourd'hui, on ne sait pas ventiler, on ventile à l'aveugle. Comment on fait?
il faudra avoir des guides, des ventilation feedback device. C'est des appareils, un appareil en l'occurrence, EOLife, parce qu'actuellement sur le monde, il y a celui-là actuellement. Et c'est un appareil qui va nous permettre de mieux se former au CESU, parce que c'est un appareil qui va enregistrer toutes nos performances et nous permettre de nous améliorer, mais aussi pour les premiers intervenants, pour les SMUR, les SAMU, les paramédics, il va aussi nous donner un feedback sur la qualité de notre ventilation au lit du malade, devant l'arrêt cardiaque, devant la victime. Et c'est ça qui est important, parce qu'on ne peut pas améliorer les choses qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas améliorer les choses qu'on ne connaît pas. Là, aujourd'hui, on peut les mesurer, donc on peut les améliorer, que ce soit en training, que ce soit auprès du malade. Et on a permis de montrer qu'avec EOLife et avec ces ventilation feedback device, on peut augmenter la délivrance d'un volume courant de 70%. Donc on colle beaucoup plus aux guidelines aujourd'hui quand on monitore ce qu'on est en train de faire. Et sinon, en aveugle, on ne peut pas le faire. Ça, c'est une étude sur mannequin, sur simulation. Je vais laisser la parole à Daniel Jost, qui lui va parler d'expérience de la BSPP sur des vrais malades, sur des situations de vrais arrêts cardiaques en ville. Merci beaucoup. Merci Abdo.